Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le Setup Podcast. Le but est de vous faire découvrir les différents entraîneurs que j'ai eu la chance de rencontrer durant mon parcours, échanger avec eux sur leur vision de l'entraînement et tenter de répondre à la question qu'est-ce qu'un athlète? Nouveau podcast avec Romain Cacciavenda. Aujourd'hui, durant ce temps d'échange, il nous explique le système avec lequel il construit des athlètes. Je pense qu'on a vraiment eu de la chance de l'avoir sur le podcast parce que je pense qu'il explique pas à tout le monde et c'est quelque chose qui est totalement fou. Je vous laisse écouter de ça de suite. Salut Gaël, Tu ça vas bien? roule? Ouais, ça va nickel. Ouais, ça va, ça va. Merci de venir sur le podcast. Euh, si, Avec tu pouvais plaisir. si tu pouvais te présenter. Yes, alors je m'appelle Romain Cacciavenda, je suis préparateur physique depuis un peu plus d'une dizaine d'années. J'étais sur Strasbourg avant et suite au Covid, j'ai développé tout ce qui est, enfin je le faisais déjà depuis 10 ans, mais j'ai vraiment poussé tout ce qui est en ligne. Donc maintenant, j'officie principalement en ligne et avec des équipes et des athlètes que je vois en direct, mais sporadiquement pour faire du testing, etc. Donc j'ai un peu changé de manière de fonctionner suite au Covid, on s'adapte. Et suite à mon histoire en tant qu'athlète et mes années de développement en tant que préparateur physique, ma grande idée, c'est de chercher les gâchettes, chercher les points qui feront qu'on aura une amélioration significative dans la pratique chez la personne, chez l'athlète, le sportif qui est en face de moi. Voilà, c'est un peu ce qui drive tout ce que je fais au quotidien, c'est chercher à comprendre l'individu avant tout. Ah, Et c'est un, après, replacer cet individu dans sa pratique. Voilà. c'est un beau projet, hein. Ouais, ça part dans tous les sens parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont attenantes à la préparation physique, beaucoup de domaines, mais tu arrives à progressivement tisser des liens et construire quelque chose de plutôt sympa et qui apporte vraiment une plus-value aux athlètes sur le terrain et c'est ce que je cherche en fait. Voilà. Mm. Bah ouais, ça a l'air de fonctionner. Enfin, pour les gens qui te suivent un petit peu, je pense que les retours, ils sont quand même pas mal. Ouais, on a des bons résultats avec les athlètes avec qui je collabore. Donc, pour moi, c'est le plus important, c'est les résultats sur le terrain et c'est ce que je cherche à faire grossir chaque année, quoi. Voilà. Mm. Ouais. Euh, du coup, tu m'as dit ouais, que tu collabores avec beaucoup d'athlètes, mais qu'est-ce que c'est pour toi un athlète? Un athlète, c'est avant tout un humain, mais ce que j'entends par athlète, c'est pas forcément athlétisme. Bien sûr, je suis dans l'athlétisme, beaucoup, mais c'est une personne qui va avoir besoin de son corps, on va dire, pour pratiquer une activité sportive. Donc, c'est un sportif, un athlète de manière générale, avec ses points forts, ses points faibles et un peu sa manière de fonctionner, qui est, à mon sens, qui est essentiel à comprendre, donc l'individu, de manière à ce que par la suite, tu puisses réfléchir par la discipline. Donc, je me définirais plus comme un prépa physique généraliste qui part de l'athlète pour qu'il fit à une discipline. Mais de toute façon, si un athlète est donc un sportif, est dans une discipline, c'est qu'à minima, il fit à cette discipline sportive. Voilà. Ouais. Quand tu nous as parlé de ton parcours que tu t'es présenté, tu as dit que ça partait un peu dans tous les sens. Mais Ouais. qu'à la fin, ça se remettait dans l'ordre de toute manière à la fin. Ouais, ouais. Si tu pouvais nous présenter un peu ta philosophie de l'entraînement. Euh, comment présenter ça? Je pense qu'il faut partir peut-être de l'histoire. En fait, j'ai été un jeune en athlétisme qui était prometteur. On va dire, j'avais un bon niveau national, j'ai fait champion de France et tout ça. Par la suite, je suis allé dans des structures et j'ai suivi des plans d'entraînement, on va dire, standardisés. Donc, de la muscu linéaire, etc. J'ai attaqué la musculation. Et en fait, j'ai suivi des plans d'entraînement que d'autres ont suivis avant moi et qui n'ont pas forcément. Enfin, j'ai pas forcément eu les résultats que les autres ont eus. Ce qui m'a fait me poser la question de comment tu t'adaptes à l'athlète qui est en face de toi. Qu'est-ce qui fait l'individu à part entière? Du coup, c'est parti dans un premier temps sur tout ce qui est individualisation au niveau de la musculation, on va dire, au sens large.
Donc, c'est passé par du neurotyping, c'est passé par plein de choses différentes, de manière à comprendre un peu qui est en face de moi, qu'est-ce qu'il a besoin pour se développer en tant qu'athlète. Oui, ok, la force max, c'est la reine des qualités, mais si on parle d'explosivité, par exemple, dans l'explosivité, il y a le rate of force development, il y a le cycle étirement-renvoi, il y a la vitesse gestuelle. Lequel des trois est à cibler pour que l'athlète progresse en explosivité, etc., etc. C'est plein de questionnements où en fait tu remets en question les standards, on va dire, et les progressions qu'on voit habituellement, de manière à ce que ça colle le plus possible à la personne qui est en face de toi et que ça soit un mot à la mode, hein, transférable dans l'activité. Derrière, c'est parti pas mal sur tout ce qui est patron moteur avec l'Institut IP, les neurosciences, les choses comme ça, qui permettent en fait de comprendre un peu mieux le boss, le cerveau, qui drive un peu tout le corps. Et donc, du coup, comment le cerveau marche et qu'est-ce qu'on peut amener comme petite bille pratique, c'est un outil en plus, de manière à ce que la personne bouge mieux, travaille sur ses compensations, ses limitations, sur des petits exercices et que, au final, le programme de préparation physique que tu mets en place soit peut-être plus efficace et plus ciblé. L'idée générale, en fait, c'est simplement trouver toutes les disciplines qui sont attenantes à la préparation physique qui permettent d'identifier et de travailler sur les maillons faibles. C'est ça un peu mon idée. Donc, du coup, on va sur de la psycho, de la PNL, des choses comme ça. On va vers les neurosciences, les réflexes archaïques, les patrons moteurs. On va vers le neurotyping. On va vers plein de choses de ce type-là, en fait. Pour, au final, alimenter quelque chose qui est central et qui est mon travail. Et ce que j'aime, c'est la préparation physique et le développement des qualités physiques de la personne qui est en face de moi. Donc, tu as un centre et j'ai rajouté plein de petites bulles et j'en rajoute au fur et à mesure. Voilà. Ouais, de toute manière, ça ne s'arrête jamais. Je sais pas si ça répond, hein. Ouais, totalement. Totalement, c'est ça. Voilà. Donc, ouais, si on résume un peu, c'est vraiment de réussir à individualiser le plus possible l'entraînement à l'athlète. Ouais, c'est ça. Et réfléchir, comment dire, il y a des paramètres et des maillons faibles qui peuvent être plus importants. On va travailler dans un premier temps ce maillon faible pour aller par la suite sur un autre. Et c'est faire prendre conscience. J'ai un point d'honneur à rendre le sportif acteur de son entraînement et du coup lui faire prendre conscience que c'est un processus sur le long terme. On parle souvent de 4 ans pour une Olympiade, etc., etc. Mais je suis beaucoup dans des sports individuels où il y a une échéance annuelle. Donc du coup, il y a une grosse part de travail hivernal, de préparation pour arriver à un pic l'été. Je prends l'athlétisme par exemple. Il y a un jour J tenté pour faire une perf. Si tu n'es pas là le jour J au temps T, rendez-vous l'année prochaine. Donc, je travaille dans des sports où il y a des échéances toutes les semaines, mais là où c'est vraiment, je trouve, intéressant pour le développement à long terme, c'est sur ces sports individuels comme l'athlétisme, où tu as une échéance annuelle et où du coup, tu vois un peu plus loin qu'au jour le jour et tu vois plus sur des plans à 4 ans, à 6 ans. Et donc, du coup, tu réfléchis vraiment avec le coach sur quelque chose qui correspond à une carrière, on va dire. Où c'est qu'à la fin de la carrière, tu veux te situer, quoi. Et ça c'est ce que j'aime, en fait. Ouais, si on fait le parallèle, c'est au contraire sur le sport co où il y a un match tous les week-ends, voire des fois c'est 2 matchs semaine. Ouais, Ouais, des fois c'est tout ouais, en semaine anglaise, c'est ça. Et là, c'est chaque match qu'il faut être bon. Parce que si t'es pas bon, tu sors du championnat. ouais, c'est ça. Après, derrière, il y a aussi un système de planification et où tu développes de cycle en cycle dans les sports co. Mais effectivement, la part de la pré-saison et de l'intersaison est essentielle parce que derrière, c'est plus des rappels que du réel développement. Voilà. Ouais. Si tu veux t'arracher les cheveux, fais de la planif de sport co. Ouais, c'est clair. C'est un peu le bordel. C'est Ouais. clair. Tu m'as parlé du coup de plan de carrière un peu. Du coup, c'est quelque chose que toi, tu prends en compte directement chez les plus jeunes que tu as ou ça peut se faire déjà sur des athlètes un petit peu plus âgés qui sont déjà en niveau élite?
Ça se fait chez tous les athlètes. Après, ça dépend bien évidemment de ton objectif. Si ton gros objectif de carrière, c'est dans un an, on va pas. Enfin, c'est dans un an. Mais il y en a beaucoup, voilà, athlète élite, tu le deviens à 22, 23 ans. Ben, dans certains sports, la maturité vient à 27, 30 ans. Donc, du coup, il y a du temps pour voir venir et imaginer dans 5, 6 ans quel levier on va pouvoir activer pour continuer de progresser et aller vraiment vers cet objectif final, on va dire. Euh, je pars du principe. Après, les athlètes jeunes, je ne suis pas d'une grande aide là-dessus. J'ai jamais eu en dessous de 17 ans. J'ai jamais travaillé chez des jeunes, on va dire, sauf ouais, il y a 10 ans, mais c'était vraiment chez des jeunes en athlète, sur du développement, en minime, etc. Mais des athlètes plus jeunes que 17 ans, j'ai jamais fait. Donc du coup, c'est vraiment à partir de 17 ans, donc les catégories juniors plutôt en athlète, qu'on commence à mettre en place. Quoique là, j'ai une cadette, elle a 16 ans. Mais l'idée, elle est vraiment de ne pas brûler les étapes et d'utiliser les. On va parler par exemple de musculation, d'utiliser les méthodes de musculation les moins demandeuses et celles qui ont le plus de retour sur investissement en gardant sous le coude pour dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans. C'est-à-dire faire un super plate-nef chez une cadette ou chez une junior. Oui, effectivement, sur le coup, tu vas avoir des gros gains. Mais en réalité, faire du 5-5, ça sera très bien dans un premier temps. Et l'année d'après, on va un peu plus loin. Et on va un peu plus loin. Jusqu'à arriver sur les méthodes vraiment avancées quand l'athlète, le sportif, il a 22, 23, 24 ans. Ça te laisse en fait des leviers. C'est comme en demi-fond. Les séances de lactique, comme on appelle, les mets pas tout de suite quand le gamin il a 12 ans. Garde ça pour quand il sera adulte. Sinon, tu n'as plus de levier de progression derrière. Et c'est pareil pour le volume d'entraînement. Arriver à 14, 15 ans, à 20 heures semaine, ça dépend du sport. On parle de gym et tout, c'est différent. Mais vraiment, comprendre le plan de carrière de l'athlète te permet aussi de gérer les volumes mensuels, annuels, d'année en année, enfin dire. Voilà. Ouais. Du coup, s'il y Et a des... après, même en sport co, pardon, excuse-moi. Non, mais du coup, j'allais dire, s'il y a des entraîneurs qui nous écoutent, il faut arrêter de faire comme on voit trop sur les stades d'athlètes, où les jeunes, ils sont à je sais pas combien d'heures Ben, semaine. un jeune en développement, c'est pas un athlète à haut niveau. Tu vois l'entraînement sur les réseaux sociaux d'un athlète qui est haut niveau, il faut que tu aies en tête qu'il a peut-être passé 10 ans de progression pour arriver à cet entraînement-là au jour J qui lui donne satisfaction parce qu'il progresse. Mais il y a toute une construction en amont. Alors, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça à avoir en tête, je pense, et réfléchir vraiment long terme. Ouais, c'est intéressant parce que tu gardes des leviers de progrès, en fait. Et ça n'empêche pas que tu es performant et que tu as des résultats. Ouais, souvent les gens, ils ont du mal, ils ont peur, ils se disent mince, si je m'entraîne pas assez, ben, je serai pas bon. Enfin, je vais louper en fait ma perf à court terme. Ouais, ben, j'en parlais avec je sais plus qui, il y a pas longtemps là. Il y a en athlétisme, si tu ne fais pas les Europes Espoirs, donc c'est jusqu'à 23 ans, les Europes Espoirs, il n'y a pas de championnat du monde espoirs, etc. en athlète, il y a juste des Europes Espoirs. Tu ne fais pas les Europes Espoirs, tu as, je me rappelle plus des stats, mais 95 ou 98% de chances de ne pas faire une carrière internationale. Mais ce qui veut dire que si tu arrives en junior à 18-19 ans, là où les minima sont à peu près 10 à 20% plus bas qu'en espoir, tu arrives déjà à ton taquet, tu as déjà un volume d'entraînement très très haut, tu as déjà utilisé des méthodes entre guillemets avancées, quelque part tu plafonnes. Si tu ne passes pas le gap et le cap de faire les Europes espoirs, si tu prétends à une carrière de très haut niveau, ça ne le fera pas. Donc du coup, sur un plan d'athlète jeune, bon, parce que je collabore avec des jeunes qui sont juniors, cadets, espoirs. L'idée, c'est vraiment de les amener vers les Europes espoirs pour qu'ils soient dans le bon train pour faire une carrière internationale senior. Mais du coup, ça ne veut pas dire que faire des compétitions internationales en cadet ou en junior est gage de faire une carrière plus tard.
Donc, du coup, c'est progressif d'année en année jusqu'à 23 ans. Ouais. Entre 21 et 23 ans. Ouais, complètement. C'était l'entraîneur olympique du Canada, de l'équipe de VTT du Canada, qui, pareil, il disait exactement la même chose. Il Ouais. disait, un junior qui performe au niveau mondial, il n'y a rien, j'ai aucun élément qui me dit qu'il fera partie du top 10 mondial en élite. Il me dit, il peut venir faire 2 ans de C'est ça. junior et partir parce que c'est pas un facteur de réussite. Parce, parce qu'il y a aussi un truc qui compte, qui rentre en compte, c'est le développement, à quel point il s'est développé. Quand un gamin qui a 13 ans, un mec qui fait déjà 1,90, qui a de la barbe, qui est déjà très évolué pour son âge, ouais, oui, effectivement, on va pouvoir travailler un peu plus dur, mais c'est peut-être pas lui qui sera là en senior, ça sera peut-être le tout petit qui n'a pas encore fini sa croissance, etc. Donc du coup, il y a des étapes à passer et je pense que dans un plan de carrière, s'il y a un plan de carrière qui se met en place, le but, c'est pas de perfer étant jeune. Il y a des wagons à prendre, mais l'objectif final, c'est senior. Et je prends l'exemple des lanceurs. Donc, je m'occupe beaucoup de lanceurs de javelot, par exemple, parce que c'est ma passion et c'était mon sport. Là, alors, ça a bien changé dans les dernières années, mais souvent, on te parlait de plutôt la trentaine pour arriver à maturité. Donc, c'est quelque chose qui met du temps et qui nécessite des étapes et de ne pas brûler ces étapes. Voilà. Et en préparation physique aussi. Enfin, surtout même. Voilà. Tu sais, tu me parles de maturité. Souvent, on l'associe à l'expérience. Est-ce que tu verrais d'autres choses en termes de. Après, hormis la charge de travail, on dit souvent que Mm. les sports à maturité tardive, c'est parce qu'il y a besoin de prendre de l'expérience dans la technique, dans les championnats, dans les compétitions, dans la façon de performer. Est-ce que toi, tu verrais d'autres facteurs? Les sports à maturité tardive, ceux auxquels je pense, c'est ceux où l'aspect technique est vraiment prévalent. Dans le sens où tu prends le javelot, il n'y a rien qui est contrôlé. C'est une éjection, elle se fait en moins d'un. Enfin, c'est très rapide, donc c'est que du réflexe, on va dire. Et le temps de rentrer ça d'un point de vue technique, ça nécessite énormément de pratique, de mise en place, de progrès et comment dire, d'entraînement focus qui mettent en fait des années et des années à être intégrés. Alors oui, tu peux être une bête d'un point de vue physique, mais il y a vraiment cet aspect technique qui est prépondérant et qui fait vraiment la différence par Du coup, rapport à d'autres sports où le physique peut compenser beaucoup plus. ouais. Du coup, en fait, un des facteurs du coup, de maturité, ça serait cette plasticité. Mhm. Ouais, Enfin, complètement. du coup, enfin, si on appelait ça une plasticité gestuelle, entre guillemets, ou technique. Ouais, ouais, complètement. Et c'est très fin comme geste. Donc du coup, ça met énormément de temps à s'inscrire, on va dire. Et après, c'est des sports qui sont aussi très traumatisants. Donc le truc, c'est de pas trop en faire pour rester sain et en même temps pouvoir progresser. Mais tu prends un lanceur de javelot, s'il lance le javelot 2 fois par semaine, c'est bien. Donc du coup, tu as énormément de temps à côté pour travailler autre chose. Mais tu peux pas, entre guillemets, faire plus de 2 séances par semaine avec un javelot en main à 100%. C'est déjà beaucoup, on va dire. Donc Mm. ça met du temps rien que par ça. Et, euh, et voilà. Mm. D'ailleurs, je crois que c'est toi qui as Et mis donc, un. il est nécessaire de trouver dans ce type de sport des mécanismes pour justement travailler sur cette plasticité, cette neuroplasticité, cette capacité d'apprentissage technique, de manière à, entre guillemets, gagner du temps Mm. et D'ailleurs, ouais. favoriser les bons apprentissages. Ouais, ça c'est important. C'est cette notion de bon apprentissage. C'est pas parce qu'on pratique qu'on va forcément apprendre. Si on pratique mal, on apprendra mal. Donc, ça marchera pas. Mm. Ben, j'ai l'exemple de quelqu'un avec qui je collabore, qui a tendance à enchaîner les répétitions et qui est très focus sur le volume.
la quantité, sans forcément se poser entre chaque répétition, de manière, on parle de technique là, mais de manière à en discuter avec son coach, peut-être le filmer, avoir des intentions, avoir des points techniques à travailler. Et en fait, la technique se planifie aussi. Il y a 2 semaines où tu vas travailler sur ce point-là et dans 2 semaines, on doit être OK. Pendant 2 semaines, on va travailler ce point-là qui est la suite du point précédent. Et au bout de 4 semaines, ben, tu dois avoir intégré le premier et le deuxième. Et c'est toujours un retour au départ. C'est-à-dire tu dois toujours chercher à t'améliorer et redevenir, entre guillemets, un débutant, trouver un moyen de redevenir un débutant pour améliorer ton geste de manière globale. Et en fait, il y en a beaucoup qui ont tendance à répéter sans réflexion et se concentrer sur ah, c'est bon, j'ai fait mon volume pour aujourd'hui. Non, l'apprentissage technique ne se fera pas par la répétition sans conscientisation, si on peut dire. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui, chez les jeunes, est à travailler. Mm. C'est-à-dire, on va préférer que tu fasses X répétitions de qualité plutôt que X fois 2 de quantité. Ouais, mais Voilà. ouais, ça s'oublie vite parce que enfin, la technique, elle fait appel à énormément de sphères. Et comment il s'appelle, le boss du pôle scientifique du Barça, qui a développé une façon de planifier justement cette technique-là en fonction des différentes aires cognitives, socio-affectives, coordinatives et conditionnelles. Ouais, c'est ça. C'est ça les différentes aires qu'il a mis en place. Et lui, en fait, il a des stratégies de planification en fonction de toutes les sphères que tu touches. Et il arrive à démontrer que si tu mets toutes ces sphères ou telle sphère pendant trop longtemps à très haut niveau, ben, l'équipe perd, pas parce qu'elle n'est pas en forme, mais parce que techniquement, en fait, elle a trop d'entraînement sur tel point technique. Ok, ah, c'est vachement intéressant, tu vois. Ça rejoint totalement. C'est ça, mais c'est ouais. Il y a un point là, tu parlais, c'est sur le fait de lancer un javelot 2 fois par semaine au maximum, sinon c'est très sollicitant et on peut se blesser ou c'est Mm. du moins des périodes de récupération plus longues. Tu as quand Mhm. même un gros penchant réathlétisation et prévention de blessures dans ton expérience. Ouais. Bah, Ouais. Après, vas-y, continue, fini, pardon. Ah, enfin, c'était surtout comment tu peux ben, du coup joindre les deux parce que au final, je pense que tu récupères pas mal d'athlètes blessés parce que tout le monde veut lancer le javelot tous les jours. Et comment tu Ouais, mais arrives? après, la meilleure des réathlés, c'est s'entraîner mieux et plus souvent. C'est-à-dire, c'est pas les petits exos qui vont changer quelque chose. Oui, effectivement, tu peux avoir un point faible, on va dire, un maillon faible. Tu peux faire plein de tests pour les identifier, tu vas travailler dessus. Mais derrière, c'est pas ça qui va réellement faire la différence, à mon sens. C'est-à-dire, tu vas plus perdre du temps qu'autre chose. Oui, c'est important, tout ce qui est prophylaxie et tous ces petits exos, etc. Mais ça doit vraiment pas être central. Oui, il va falloir cibler en fonction des problématiques. Et ça, ben, il y a plein de batteries de tests qui te mènent à des réflexions qui te font choisir quel type d'exo mettre en place. Mais l'idée, c'est aussi de s'entraîner mieux et plus souvent et d'identifier en fait les, les paramètres limitants dans le sport, en fait, tout simplement. Donc, tu peux te retrouver avec des blessures où il y a une idée, c'est simplement de l'analyse vidéo, pour donner juste une simple bille. De l'analyse vidéo. Tu vois un athlète, donc il faut connaître un peu le sport, mais surtout connaître la biomécanique. Quand tu vois un athlète qui court, qui fait une frappe au foot, qui lance un javelot, qui lance une balle de hand, n'importe, prends en vidéo, mets au ralenti et tu compares les arches. Une arche, c'est quelque chose où la pression est répartie de manière homogène et où des chaînes de force coulent. Donc, en parlant de javelot, ben, ça vient du sol, des pieds, du travail des jambes, vers le haut du corps, vers le bras. Et tu compares ça et tu regardes si dans ces chaînes cinétiques, dans ces chaînes de transfert de force,
en prenant en compte les positions de force qui sont communes à tous les grands champions dans la discipline, mais la manière d'arriver dans ces différentes positions de force est individuelle. Donc attracteur, fluctuateur, si tu t'intéresses à Franz Bosch, tu vas regarder où c'est qu'il y a des angles, où c'est qu'il y a des cassures. Ces cassures sont indicateurs de zones de maillons faibles. Ces zones, tu vas pouvoir les adresser en faisant des testings plus complémentaires d'un point de vue force, d'un point de vue mobilité, d'un point de vue contrôle moteur, et tu vas vraiment cibler les problématiques dans la discipline qui ont été observées à la fois par le coach et que toi, tu as vu aussi en tant que préparateur physique et où tu as allé chercher un peu plus loin où peut être le souci. Je ne sais pas si c'est clair. Ouais, C'est un peu comme ça que je fonctionne. Donc, analyse vidéo et en fonction de l'analyse vidéo, tu ouvres la bulle centrale de prépa physique. Tu ouvres vers quelle est la bulle qui va te permettre de répondre à cette problématique technico-tactique, on va dire, au travers du physique. Ce qui me permet d'avoir cette idée de fournir à l'athlète et au coach un sportif qui soit capable de réaliser ce qui lui est demandé techniquement. C'est-à-dire, tu l'as déjà vu et je pense que vous l'avez tous vu, tu fais des gammes de courses en athlée. Pendant 1 an, tu vas donner les consignes. Quand tu es à 2 à l'heure, quand tu fais tes gammes presque sur place et tout, ouais, très bien, les bras, ils vont super bien dans l'axe, nanani, tout ce que tu veux. La pose de pied est pile poil sous le bassin, tout se passe bien comme tu veux. Tu es en stress de compétition, tu es à vitesse max, le naturel revient au galop, c'est ce qu'on dit tout le temps. Bah, ce naturel-là, c'est que tu ne l'as pas vraiment bossé quelque part. Ou que tu n'as pas trouvé des outils qui te permettent de moduler ça. Et en fait, c'est ça ma recherche, c'est ça mon travail en tant que préparateur physique. Ça peut passer par un travail de force sur un mouvement en particulier, sur une amplitude en particulier, sur un régime de force en particulier. Ça peut passer par des réflexes archaïques, par de la neuro, par un choix de planification et de programmation d'entraînement qui est plus orienté par rapport au neurotyping, à la psychologie de la personne. Ça peut être plein de choses en fait. Et c'est pour ça que je dis que ça part dans tous les sens. Parce que tu choisis l'outil. La muscu, c'est un outil, la neuro, c'est un outil, etc., en fonction de la problématique. Voilà. Ouais, et je crois que d'ailleurs, enfin, c'est la première fois que je vois une façon de travailler comme ça. Je pense que tu dois être pas mal un des seuls à réussir à jongler entre tous ces outils et avoir créé un peu ta méthode pour Ouais, un système. Ouais. C'est juste répondre aux problématiques. C'est peut-être dans mon trait de caractère. J'aime pas ne pas comprendre ou ne pas avoir de réponse. Tu n'as pas réponse à tout. Plus tu sais, moins t'en sais. On est complètement d'accord là-dessus. Mais c'est ce qui me pousse à chercher de plus en plus. Et à ouvrir. Voilà. Ouais, mais enfin, c'est vraiment intéressant parce que chaque fois, dans ces approches-là de réathlé ou de prévention ou même juste de gestes techniques, les gens, ils regardent que une loupe et ils se disent que enfin, ils le dissocient de tout le reste, de tout le contexte, et ils regardent que ce qui les intéresse à eux, tu vois, que leur champ de compétences. Et au final, ben, c'est toujours limité dans les résultats et dans le temps, puisque ben, chaque système est interdépendant de l'autre. Et enfin, je crois que c'est la première fois que je vois que tu as réussi à créer un truc. En fait, mon idée, elle est simple, c'est que je suis préparateur physique, je suis en backup de l'entraîneur et du sportif. C'est le sportif qui est au centre de tout. Et donc, du coup, c'est de mon ressort de répondre à la problématique du coach qui n'arrive pas à faire passer cette consigne technique. Le coach, il me dit que c'est ce paramètre-là qui est différenciant entre un niveau national et international, régional, national. Il faut que je trouve une solution pour que quand le coach va utiliser leur vocabulaire commun avec l'athlète, c'est-à-dire la construction d'idées autour du vocabulaire qu'ils utilisent pour faire lien avec des consignes, ben, ça puisse passer en fait. Et que ça puisse passer quand tu es à 100% en compétition sans y réfléchir. La compétition, c'est là où tu exprimes ce que tu as travaillé à l'entraînement.
et ce qui a été intégré à l'entraînement. Du coup, l'objectif, c'est d'intégrer des choses à l'entraînement et de ne pas répéter, répéter, répéter. Tu arrives en compétition. La compétition, ce n'est pas là pour contrôler les choses. Tu laisses faire. Et en fait, mon rôle en tant que prépa physique, c'est d'être une aide pour le coach de manière à ce que ce qu'il lui demande à l'athlète, ben, il arrive à le faire. C'est des exemples simples. Au lancer de javelot, on parle beaucoup de ce qui se passe en bas, les jambes. On lance avec les jambes. Si l'athlète il a un problème d'un point de vue proprioceptif au niveau de la hanche et que ça casse toujours, c'est-à-dire que les fesses reculent, tu as toute la chaîne cinétique, elle est cassée, on va dire, et tu lances plus qu'avec ton bras. Il aura beau lui dire, et sur élan réduit, ça se passe très bien, la hanche, elle passe, et il arrive à mettre une belle mise en tension, etc. Si on n'arrive pas à cibler le problème de fond qui fait que quand il arrive à pleine vitesse, à 100% en compétition, il a les fesses qui reculent, ben, il n'arrivera pas à le faire en compétition, et il sera toujours en retard par rapport aux standards qui sont ceux du haut niveau où il y a des positions de force et tout le monde arrive dans ces positions de force-là. Comment tu arrives dans ces positions de force? Peu m'importe. Tu vas trouver une solution, on va travailler autour. Mais par contre, il y a des standards à avoir, il y a des choses à cibler. Et pour y arriver, ben, tu utilises des stratégies plus ou moins différentes, on va dire. Ouais. Voilà. Et quand tu arrives dans un staff, et que l'athlète te dit, ben, ça fait 10 ans que je m'entraîne, j'ai utilisé ça, j'ai utilisé ça, j'ai utilisé ça, j'ai utilisé ça, ben, il faut bien que tu trouves quelque chose de nouveau qui va le stimuler et qui va aller dans le bon sens. Donc, du coup, tu ouvres ton champ de compétences. Mais en ayant toujours en tête que ton rôle, c'est celui d'un prépa physique. Tu es prépa physique, tu développes les qualités physiques. Mais la coordination, ça fait partie de ça. Et la coordination dans le geste sportif, c'est à toi aussi, en tant que prépa physique, d'amener des billes pour des progrès là-dessus. Voilà. Enfin, ça fait un gros laïus. Je ne sais pas si c'est plus clair. Mais ouais, bref. Ouais, non, mais enfin, c'est relativement puissant là, ce que tu. Enfin, moi, je le trouve à l'entendre, je trouve ça vraiment puissant et on n'a pas beaucoup de monde qui réfléchit comme toi et qui apporte ce savoir-faire-là. Donc, enfin, c'est en mode. Ouais, merci, c'est gentil. Ouais, c'est. Je ne veux pas te dire que je suis sur le cul, mais pas loin. C'est en mode. Ouah, pour moi, c'est en mode. C'est puissant. Je suis là, je dis. C'est un truc de fou. Mais bon. Bah, c'est pas compliqué à faire, hein, en soi. Tu parles de la prépa physique, des savoirs en prépa physique, des livres de référence en prépa physique, et tu ouvres. Tu ouvres et tu remets en question ce qui est écrit, ce que tu testes, ce qui est écrit, ce que tu veux mettre en place, etc., avec des athlètes, avec toi, et un pool de testeurs, des athlètes qui savent que bah, c'est un peu des guinea pigs, des petits rats de laboratoire. Tu testes avec eux, et au fur et à mesure, bah, tu ouvres en fonction des problématiques. Mais au final, les recherches que personnellement je fais, ou les bouquins que j'achète, ou à chaque fois, je le fais pour répondre à une problématique. Ouais, voilà. Ouais. Et donc, du coup, c'est très pratico-pratique. J'ai cette problématique, je n'ai pas de réponse, je cherche à droite, à gauche, je vais prendre un bouquin, je vais travailler autour jusqu'à trouver un semblant de réponse applicable sur le terrain et testable sur le terrain. On teste, on voit si on inclut ou pas dans la bulle centrale qui est la prépa physique. Voilà. Yes. Du coup, sur quelle sphère, enfin, tu as dit que tu avais plein d'outils qui géraient sur, que ce soit de la neuro, du planification, du psychologique, enfin, de l'émotionnel, etc. Sur quelle sphère, toi, tu agis en tant que prépa pour rester, comme tu dis, dans ta bulle de préparateur physique? Je vais utiliser la psychologie pour choisir le plan d'entraînement qui correspond au mieux. Je vais utiliser les neurosciences pour que le plan d'entraînement que je mets en place, on en tire le plus de pourcentage possible. Je vais utiliser le neurotyping, la complémentation, un peu la nutrition, pour que la récupération suite au plan d'entraînement soit meilleure. C'est comme ça que j'utilise tout ce qu'il y a autour. Ça doit être une aide pour magnifier, si on peut dire, tirer au maximum d'un programme d'entraînement. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça.
Ouais, en fait, c'est juste réussir à utiliser chaque outil au bon endroit pour la bonne Ouais, raison et c'est la ça. dose qu'il faut. Ouais, c'est ça. Et c'est, Ouais. bah, tu as des problématiques de récupération. Ben, la récupération, il y a plein de choses pour travailler autour. Qu'est-ce qui va te correspondre, etc. On va le mettre en place. Mais cette récupération, c'est ce qui va nous permettre de mieux faire progresser ton plan d'entraînement, ou plutôt ton corps, vis-à-vis du plan d'entraînement. Mm. Et les Ouais. neurosciences, c'est le même principe. C'est, ouais, ben, on veut un développement de force max. Ton squat, il est bancal. Comment ça se fait que ton squat est bancal? J'ai trouvé des réponses au travers des neurosciences appliquées, des patrons moteurs, des réflexes archaïques, etc., qui me permettent d'agir sur la qualité de ton squat, ce qui nous permet d'avoir un squat de meilleure qualité et donc du coup un développement de force max sur ton cycle qui sera peut-être plus important qu'en ayant un squat un peu bancal. Mm. Voilà. Et après, Ouais. derrière, toute la question est, est-ce que le squat se transfère réellement dans la pratique? Et ça, c'est encore une autre réflexion qui est propre à chaque athlète au moment de la saison, etc. Ouais, ouais, c'est ça. Oui, oui, parce que souvent on se concentre à 200% sur le squat et en fait, bah, ça sert à rien. Au final, on dit bon, en fait, j'ai fait tous ces efforts C'est pour rien. ça. Ouais. Mm. Euh, Ouais, ben, l'idée, c'est vraiment utiliser tout ce qu'il y a autour de l'état physique. Allô, allô? ouais. Ouais, pardon, tu parlais. Tu Non, m'entends? mais ouais, ouais, ça a bugué un peu. Ok, Euh, tu disais? donc, ouais, ben justement, on parlait du squat et enfin, qui est un des outils de musculation, de préparation physique, je pense, les plus populaires ou les plus utilisés. Euh, Mm. du coup, quel rôle ou quelle place tu donnes, toi, à la préparation physique dans le sport de chaque athlète? Qu'est-ce que tu entends par préparation physique? Ben justement, c'est tout. Enfin, c'est préparation physique, je le dirais, c'est pas de l'entraînement technique. C'est ce que quand il n'est pas dans l'activité interne du. Ça bug. Ouais, ça va Ok. mieux là? Ouais. Je vais prendre Ouais, c'est bon. Je vais prendre un exemple tout simple. Tu peux retrouver certains bouquins qui vont te parler des performances en musculation et sur des exercices orientés chez les lanceurs, Ouais, les d'accord? prédicteurs lift. Sur les différentes années de leur carrière. Ouais, c'est ça. Oui, Predictor Lift. Et il va même un peu plus loin. C'est-à-dire que tu vas avoir, ben, tu es lanceur de marteau, les éjections de 8 le marteau, il fait 7,260 kg, les éjections de 8 kilos, de 10 kilos, de 6 kilos, des arrachés, des épaulés, des bondissements, un peu tous les mouvements qui peuvent avoir une correspondance avec ton résultat en compétition. OK? Il y a des chiffres qui sont sortis sur des champions olympiques au marteau, au disque, etc. Tu te rends compte qu'arriver à un certain niveau de force max, à un certain niveau de puissance, si on peut dire, donc des bondissements, des choses comme ça, donc complètement dissocié de la discipline, tu maintiens ce niveau et les choses qui te font progresser sont les exercices et les éjections orientées. Tes lanceurs de disques, tu lances ton disque qui fait 2 kilos, c'est lancer une barre à mine de 4 kilos ou un disque de 1,5 kg. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle l'orienté. Donc c'est proche de la discipline, c'est où tu surcharges ou sous-charges un peu l'objet. Et donc du coup, tu te retrouves sur, une fois que tu es arrivé à tes standards de force, de puissance max développée, etc., gagner plus là-dessus et investir du temps comme un powerlifter pour gagner un peu plus là-dessus ne te fait, entre guillemets, pas progresser plus dans ta discipline. Donc, du coup, la place de la prépa physique, elle est fluctuante en fonction du moment dans la carrière de l'athlète. Donc, tu vas te retrouver plus en début de carrière, on va dire, à développer un moteur, développer en même temps que les coordinations et tout ça, hein, mais vraiment aller chercher ces grosses bases, on va dire, sur du dissocié et du raw power, on va dire. Et une fois que tu les as, tu vas aller beaucoup plus chercher du côté coordination et d'apporter en tant que préparateur physique des éléments pour améliorer les transferts de force, la technique, le feeling avec l'engin. Et tu te retrouves sur certains athlètes qui font une muscu toutes les 2 semaines. Ça suffit amplement pour maintenir tes niveaux de force max. Tu n'as pas besoin de plus.
Et par contre, tout le temps que tu passes pas en muscu, tu peux le dédier à autre chose qui, lui, te sera bénéfique à ce stade de ta carrière. Donc, du coup, c'est compliqué de répondre à ta question parce que ça dépend vraiment de l'athlète qui est en face de toi, de là où il se situe, parce que c'est pas parce que tu es haut niveau dans un sport que tu es haut niveau en développement de la force. Haut niveau, donc, ça dépend vraiment de l'analyse de la discipline, analyse du profil de l'athlète, quels sont ses points forts, ses points faibles, et quels sont ses objectifs de carrière, où il se situe dans la carrière, etc., etc. Voilà. Ouais, mais totalement. Enfin, du coup, on en revient à l'individualisation, au plan de carrière, se dire que pour chaque personne, il y a une manière de faire différente. Ouais, et cette idée que il y a une bulle centrale qui est la prépa physique, et pour répondre aux problématiques, tu as plein de petites bulles autour. Un athlète qui a 30 ans, 15 ans de carrière derrière lui parce qu'il a commencé à 15 ans, qui est plutôt en fin de carrière, mais qui a encore des aspirations internationales et tout ça, tu vas pas bosser pareil qu'avec un gamin de 19 ans. Et donc, du coup, tu as ta bulle centrale qui sera, entre guillemets, ton gros système d'entraînement. Tu vas utiliser des choses dedans, mais peut-être qu'avec l'athlète plus expérimenté, tu utiliseras plus de bulles annexes, on va dire. Et donc, plus de méthodes un peu différentes, on va dire. Favoriser la récup, chercher un progrès encore en technique, parce qu'il a de l'expérience, du feeling et tout ça. Voilà. Et juste maintenir avec la bulle centrale les niveaux de force, de puissance, d'explosivité et tout ça. Même si tu peux les développer aussi. Mais c'est peut-être pas la volonté de l'athlète. Et là, on appelle la psychologie de se mettre 4 muscu par semaine dans la tronche. Il a peut-être plus envie aussi. Donc, ouais, c'est vraiment. Et c'est pour ça, en fait, que je suis parti là-dessus aussi. La bulle centrale et plein de bulles autour, et que je fais énormément de recherches, parce qu'il y a des demandes, des problématiques qui sont, au fur et à mesure des collaborations, qui sont diverses et variées, et que j'ai envie d'y répondre. Voilà. Non, mais ouais, c'est une vision qui est vraiment, vraiment intéressante. Du coup, si tu avais 3 conseils à donner à un athlète qui nous écoute, Un athlète? ouais. Hmm. Sois acteur de ton projet. Euh, Entraînement délibéré, c'est-à-dire tu pratiques pas pour pratiquer, tu pratiques en mettant des choses en place pour tout le temps progresser, et tiens un jour ton carnet d'entraînement. Ouais. Vraiment, super important. Non, mais et ça, je le dis parce que je commence des collaborations avec des athlètes. J'aimerais vraiment qu'à chaque fois, on puisse me dire, ben tiens, voilà mes 2 dernières années. Voilà ce que j'ai fait les 3 dernières semaines avant mon record personnel. C'est des billes, mais monstrueuses. C'est ton carnet d'entraînement, c'est mieux que n'importe quel bouquin. Ou n'importe quelle nouvelle méthode, etc. C'est là-dedans que ton corps a répondu à ce que tu as fait et que tu sais ce que tu as fait, l'enchaînement des choses. Du coup, et c'est ce que j'explique souvent, les 2 dernières semaines avant une compétition, vraiment cible, c'est l'athlète qui me donne son plan d'entraînement. C'est-à-dire, c'est ce que lui, il a mis en place, qui a déjà marché par le passé. Un, c'est un levier psychologique. Et deux, c'est quelque chose que tu dois tester et retester et faire évoluer pour vraiment arriver à un pic de forme, entre guillemets. Mais donc, du coup, c'est essentiel d'avoir un plan d'entraînement et un carnet d'entraînement où tu notes. Alors, il y en a, c'est poussé à l'extrême, ils notent leurs sensations série après série, mais tu devrais avoir un carnet, un A5 comme ça. A5, c'est plus petit qu'A4, hein, c'est ça? Ouais, c'est demi à 4. Ouais. Ouais, demi A4. Très bien. Un entraînement par page. Tu notes ce que tu as fait, tout ce que tu as fait, tu notes tes sensations en dessous, tu notes ce que tu as cherché d'un point de vue technique, mais que tu sois footeux, handballeur, n'importe, hein, athlète, tu notes ce que tu as cherché comme sensation et tu relis tes sensations et tes notes avant chaque entraînement pour qu'il y ait une continuité. Comment dire, tu as eu des résultats à un moment donné, il faut qu'on arrive à pointer du doigt pourquoi tu as eu des résultats. Et à l'inverse, pourquoi tu n'en as pas eu. Si tu ne sais pas ce que tu as fait les 3-4 semaines avant ton record, la saison avant ton record, ben, tu as laissé une mine d'or aux oubliettes. Et ça, c'est pas cool. Ouais. Et je pense que si on pouvait faire une étude entre les athlètes qui performent et ceux qui remplissent leur carnet, je suis sûr qu'il y a des corrélations. Mais bien sûr.
C'est Et sûr. c'est Deliberate Practice Model, modèle de pratique délibérée. C'est-à-dire, tu reviens à l'entraînement, une fois que tu as maîtrisé un continuum de maîtrise sur une consigne technique, tu l'as fait évoluer de manière à ce que tu redeviennes débutant. Mais un Nadal, un Federer, c'est ce qu'ils font depuis 20 ans, tu vois. Mm. Ils vont pas pour taper des balles et juste taper des balles. À chaque fois, ils reviennent en cherchant à améliorer les choses. Et c'est tout simple, hein. Tu prends le service de Nadal maintenant, tu le prends le service d'il y a 10 ans, il a bien évolué. Bah, c'est parce qu'il a travaillé pour être toujours meilleur. Mais être toujours meilleur, ça implique il a écrit ce processus quelque part et on dit toujours que le chemin est plus beau que le résultat. Ah, mais si tu n'as pas de trace de ce chemin, voilà. Ouais. Ah non, mais c'est ça, c'est sûr, hein. Mais c'est. Donc voilà Enfin, les 3 conseils ah, ils que je sont pourrais vraiment donner. bien. Ouais, c'est ça. Ils sont vraiment pas mal. Mais enfin, c'est le truc le moins sexy qui soit, de noter ces chiants le soir, ils aiment pas. Mais c'est tellement ça qui marche Ouais, que. mais ouais, et en tant qu'athlète, tu as fait une super perf, ton record personnel, tu as eu une médaille, tout ce que tu veux. Imagine le plus beau événement sportif que tu aies eu dans ta carrière. Si tu sais ce que tu as fait les 3 mois, la saison qui précède, est-ce que tu ne serais pas content de pouvoir le lire, de pouvoir à nouveau le remettre en place en le faisant évoluer? Et est-ce que ça ne t'aiderait pas psychologiquement à aborder la compétition qui arrive en étant sûr de toi et en te disant que oui, tu peux faire quelque chose de très grand, plutôt que de à chaque fois révolutionner le truc? Non, tu as construit une maison, la maison, c'est ta carrière, ben, utilise chaque étage de cette maison pour construire le suivant. Et pars pas à chaque fois. Alors oui, il y a beaucoup d'athlètes qui se reposent sur le coach. Ah, mais mon coach, il sait, mon coach, il sait. Non, tu n'es pas acteur de ton projet. Une des règles. C'est Voilà. ça. Mais c'est ça, c'est la vision long terme et être acteur de son projet. Je pense que c'est les deux facteurs de réussite, euh, Ouais. plus que aller à l'entraînement. Parce que tu Mm. vas à l'entraînement pour pas savoir ce que tu fais, ça ne marchera pas. Bah, ça peut marcher, hein, mais tu n'auras peut-être pas poussé le truc au max. Je sais Ouais, pas. c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est que tu ne Mm. seras pas au max. Donc, Ouais, je comme suis tu dis, d'accord avec toi. Ça marchera pas souvent. Enfin, on sait pas. Mais mets toutes les chances de ton côté. Si déjà tu as envie de faire carrière là-dedans, d'avoir des résultats, tu investis de ton temps pour ça. Bah, mets toutes les chances de ton côté. ouais, non, mais Voilà. c'est sûr, c'est sûr. Bah, ça fait quand même un petit moment qu'on parle. Ouais, Ouais, je sais pas ok. ça. J'ai pas vu Ouais, le temps passer, mais ouais. non, mais ouais, c'était vraiment intéressant. Euh, ouais, allez, on va tout terminer rapidement, mais ça fait 10 ans que tu travailles en tant que préparateur physique. Qu'est-ce que tu as vu le plus évoluer euh, dans ton métier ou dans le sport, les athlètes avec qui tu étais en contact tous les jours? Qu'est-ce qui a le plus évolué? C'est une bonne question. Je sais pas trop là, tout de suite. Qu'est-ce qui a le plus évolué? La place, l'ubérisation un peu, je dirais. C'est-à-dire Ouais, la place des applications et des choses comme ça. À en oublier parfois l'œil. Je pense qu'il y a beaucoup d'outils qui utilisent et qui sont utilisés maintenant et qui, ouais, c'est cool. Ça apporte énormément de billes, mais c'est bien aussi d'être sur le terrain et d'avoir une vraie relation. Voilà. Je sais pas, je dirais, qu'est-ce qui a le plus évolué, c'est l'apport des technologies. Depuis ouais, 2009, ouais, c'est vraiment ça. ouais, mais je pense que la suite, on va encore passer des gaps énormes au niveau de la technologie Ouais, là. ouais, Donc, ouais, ouais. je pense que ouais. Et Après, je sais pas. Ouais. Oui, c'est le premier truc qui me vient en tête. Il y aurait certainement autre chose, mais voilà. ouais, non, mais c'est. Enfin, je t'avoue, moi j'ai commencé depuis 3 4 ans à Mhm. vraiment en faire mon boulot. Donc, je Et suis. tu as Enfin, vu déjà, non, des progrès. En 3 4 ans, il y a déjà eu des trucs qui ont évolué. ouais, ouais. Ouais. Enfin, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Et moi, Euh, en tout cas, je le vois, tu vois, par exemple, j'utilise le profil force-vitesse.
avant, j'avais une plateforme de force pour regarder les jumps et tout. Maintenant, j'ai MyJump. C'est sur mon téléphone. C'est un truc de ouf. Ah oui, oui, Quand tu oui. penses il y a 10 ans et tout, une application, c'est un truc de fou quand même. Et tu vois ça excuse-moi, pour plein de trucs. Tu as Bah Box oui. Sprint, Regarde, juste ça, c'est maintenant que tu des applis as... de prépa. Tu vois, Ouais, c'est ça, tu vois. Ça, c'est- c'est un truc de ouf. C'est un truc de fou. Ouais, Donc, ouais, ouais. ouais, je dirais ça. Ouais, ouais. Mais après, ouais, c'est. Bah, après, je pense qu'il y a des recettes qui changent pas. C'est que ça, c'est juste des outils, mais si on sait pas les interpréter, ben, on se C'est trompera ça. toujours pareil. Bah, c'est des outils d'aide à la décision. Ça fait pas le taf, hein. Mm. Ça fait pas le Mm. taf. Ça permet par contre d'être plus précis et d'avoir des données objectives. Mais tu sais, une des meilleures applications qui existent, c'est Training Load Pro, hein. Gestion de la charge. Ouais. C'est super bien foutu. Allez vous intéresser à ça. C'est Stéphane Morin, Université de Nantes. C'est une des meilleures applis qui existent. Et elle est pas. Enfin, si, elle est ouf d'un point de vue algorithme et tout, mais c'est quelque chose Il y a certains athlètes qui l'utilisent. C'est ce qui me donne le plus d'informations, en fait. Mm. Et c'est pas par rapport à des charges ou des choses comme ça qui, au final, tu as un fichier Excel, tu arrives à suivre ça. C'est pas compliqué, tu vois. Ouais, Voilà. c'est ça. C'est ça. Et du coup, si tu croisais le Romain d'il y a 10 ans, est-ce que tu aurais un truc à lui dire? Euh, écrit. Parce que je lis beaucoup, je mets en application, mais il y a beaucoup des réflexions que j'avais il y a 10 ans, je m'en rappelle plus. Et j'aimerais bien retomber dessus. Et d'où mon truc sur le carnet d'entraînement. Carnet d'entraînement, j'ai toujours eu, mais j'aurais peut-être dû faire, comment dire, commencer plus tôt à vraiment noter les réflexions plus que noter les fiches de notes, on va dire, tu vois. Ouais. Et tu prends les réflexions des autres pour les noter sur comment t'appelles ça? Une fiche de notes, ouais, une Ouais, fiche un petit de carnet. Ouais. lecture, fiche de lecture, voilà. Ouais. Et mais peut-être mettre commence à tourner là-dedans, tu vois, sur genre un petit journal ou un truc comme ça. Voilà. Peut-être ça, sinon, ben, ouais, je dirais, va plus parler aux gens, parce que je suis plutôt du type à être un ours dans sa grotte. Ça, tous ceux qui me connaissent bien, ils le savent. Peut-être aller m'ouvrir plus vers les autres. Voilà. Ah, c'est des bons conseils. Mm. Ouais. Romain, si tu m'entends. Ouais, c'est ça. Du coup, si on veut te retrouver sur les réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut voir ça? RK, j'ai pris un nom, RK Sport Performance sur Facebook et Romain Cacciavenda, comme ça se dit, et sur les différents réseaux sociaux, voilà. Instagram, Ok. machin. Voilà. Ok. Et un Bon, site ben. internet, rksportperformance.com. Et voilà. Ouais, d'ailleurs, sur le site, il y a pas mal de e-books qui sont dispo et qui sont vraiment bien. Ouais. Bah, il y a surtout un e-book sur l'échauffement qui est gratuit. Mm. Je m'étais chauffé pendant le confinement à faire ça. Donc, du coup, Ouais. j'avais pris une demi-journée pour prendre ça et bah, il est en accès libre. Voilà. Mm. Ouais, c'est ça. Donc, s'il y en Juste à a qui veulent, télécharger. ouais, tu laisses Il le y a mail quelques. et. Après, je suis plus du genre à donner des pistes de réflexion. Donc, du coup, ouais, il y a quelques exemples, mais c'est vraiment la grande architecture générale qu'il faut bien évidemment dans l'échauffement à chaque fois individualiser et réfléchir. Voilà. Mm. Mais bon, c'est déjà une bonne Et base. S'il y a des athlètes qui sont preneurs, c'est une bonne ouais, base. c'est ça. Et il y a des trucs un peu. On parle de RPR, Reflexive Performance Reset, c'est du neurolymphatique. Là, tu peux retrouver, je sais même plus si j'ai mis la séquence dedans. Il y a Signal 6, c'est une séquence sur du euh, travail sur le contrôle moteur, on va dire. Derrière, on parle un peu qu'est-ce que c'est après? De la neuro et réflexe archaïque et tout ça. Et là, vous pouvez aller sur le site Labo RNP, où il y a un petit e-book gratuit avec quelques petits exos. Et voilà. Et après, derrière, un peu un déroulement logique, que je pense logique d'un échauffement, jusqu'à la PAP et un peu vraiment comment tu t'échauffes pour une discipline. C'est quelque chose de très général qu'il faut adapter, bien évidemment, mais qui peut aider certains. Donc, si ça peut vous aider, c'est très cool. Voilà.
Et oui, on l'a oublié aussi, mais il y a aussi la nouvelle structure que tu viens de créer là avec Seb. Seb et Adrien Chartier, ouais. Ouais, Seb et Adrien qui permet bah, du coup de faire des bilans à distance ou de se Ouais, former c'est ça. sur. Et de se former autour de. L'idée, c'est de prendre un peu enfin, toutes les petits trucs qui existent autour de la posturo, de la neuro, des réflexes archaïques, de faire un bundle du tout de manière à donner les billes pratiques qu'on utilise sur le terrain. Et ou en tout cas, moi, en tant que préparateur, enfin, je peux parler que pour moi, mais en tant que préparateur physique, les petits outils que j'utilise au quotidien pour cet aspect-là, et que j'ai pris à droite à gauche sur des formations, qu'on a mis dans une grosse formation, et pour vous donner vraiment du pratique et de l'applicable. Et voilà, c'est un projet, ouais, ça s'est monté il y a 3 mois, et sur demande des gens, en fait. Les gens nous ont demandé qu'on mette en place quelque chose, ben, on a mis en place, et là, elle est totalement en ligne, et voilà. Ouais, enfin pour avoir suivi, j'ai pas eu le temps encore de faire tous les chapitres, mais c'est lourd, c'est très très lourd et c'est ouais, très Ouais, très on a puissant. essayé de donner ce qu'on aurait aimé avoir, si on peut dire. C'est-à-dire, on est allé à droite, à gauche pour prendre des infos, pour les agglomérer et tout ça. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis de la théorie parce qu'il en faut, et on a surtout mis nos réflexions pratiques et les mises en place pratiques que tu peux utiliser immédiatement et qui peuvent répondre aux problématiques que tu retrouves sur le terrain et auxquelles tu n'as peut-être pas réponse maintenant. Et après, derrière, peut-être qu'avec ces billes-là, tu iras chercher d'autres formations pour aller plus loin parce que tu as eu d'autres problématiques plus poussées, on va dire. En Mm. tout cas, c'est comme ça que moi, je fonctionne. Voilà. Non mais ouais, en tout cas Donc, Labo top. RNP, Adrien Sébastien. Ouais. Voilà. Ouais, bah, je mettrai les liens dans la description du podcast de toute façon. Cool. Bon, mais top. Merci, Gaël. Ouais, merci beaucoup pour cet échange. C'était vraiment super intéressant. Et après, de toute façon, Je t'en prie. il y aura tous les liens dans la description si jamais bah, vous voulez retrouver Romain sur ses différents réseaux.